zones industrielles, donc Douala, Yaoundé et les autres. Mais pour le reste du pays, il faut doter chaque commune, chaque département, chaque région des moyens qui lui permettent localement de produire et de distribuer l'eau potable et l'énergie électrique. Et c'est possible, c'est pas de la magie, il y a de nombreux pays africains qui le font. Il faut simplement que les gens qui se servent de notre argent pour s'enrichir acceptent de lâcher un peu du lest pour permettre aux Camerounais, à l'échelle locale, grâce aux ressources de notre pays, de résoudre leurs problèmes. C'est aussi simple que ça. Et je dis, c'est pas de la magie. En fait, comme je l'ai dit, je suis pas un messie. Moi, je me présente pas devant les Camerounais en disant que j'ai des solutions magiques. On nous disait en école d'ingénierie que vous retiendrez de toutes vos études deux choses essentielles, la règle de 3 et le bon sens. Et la règle de 3 et le bon sens suffisent pour diriger un pays. On n'a pas besoin d'être un magicien ou un illuminé. On a besoin d'organiser l'État et de mettre à la tête des différents départements ministériels les personnes qui ont les compétences techniques pour mettre en œuvre la vision que vous proposez. Donc, les solutions que nous proposons sont des solutions de bon sens que d'autres ont appliquées et qui apportent des résultats. La seule raison pour laquelle on n'arrive pas à les appliquer au Cameroun, c'est parce qu'on a des personnes qui ont pris le pays en otage et que, comme vous le voyez, on est prisonnier des guerres de clans, des personnes qui veulent continuer de gérer les 7 000 milliards de budget du Cameroun, au lieu de se concentrer peut-être à gérer les 2 000 milliards qui concernent les questions régaliennes et que le reste des 4 000 milliards soit déployé directement au niveau des régions, des communes et des départements. Voilà ce que nous proposons. Nous pensons qu'il faut juste avoir le courage politique pour mettre cela en œuvre. Et comme dans d'autres pays, vous avez des pays où même ça va dynamiser également la scène politique. Vous avez des pays, je vais prendre par exemple l'exemple de pays étrangers comme la France et les États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des personnes qui font exclusivement la politique à l'échelle locale. Ils sont députés ou sénateurs d'un État, la Californie, Washington DC ou whatever, et ils se concentrent à travailler avec les ressources de cet État-là pour résoudre les problèmes locaux. Être député à Washington, ça les intéresse pas du tout. Ça les intéresse pas du tout parce qu'ils ont toutes les ressources pour travailler. Donc, en déconcentrant, on aura également une certaine animation de la chaîne, de la scène politique locale qui va faire qu'un acteur politique sera tout à fait à l'aise d'être le maire de Bertois sans avoir l'ambition d'être président de la République parce qu'il sait qu'à Bertois, il aura tous les outils pour résoudre les problèmes des populations de la ville de Bertois. Voilà comment est-ce que nous voyons cette architecture-là qui doit permettre pas seulement l'eau et l'électricité, hein, on a des routes, on a les axes où on en parle beaucoup parce que ça tue des Camerounais. On ne parle pas des routes dans nos communautés urbaines et rurales qui abîment nos voitures et qui nous font dépenser, exploser nos budgets de maintenance. On a toutes les pentes qui vont dans le changement des pièces mécaniques. Donc, il y a une nécessité de déconcentrer et de permettre que nos dirigeants politiques locaux aient tous les outils pour prendre les décisions. Ok. J'avais une autre question, mais cette question me concerne personnellement. Moi, par exemple, j'ai fait l'IAI Cameroun. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur de travaux informatiques. Et après, c'était un peu compliqué pour moi de trouver l'emploi au Cameroun. Et puis, il y a beaucoup d'autres jeunes comme moi qui ont ce même problème-là. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que le système éducatif au Cameroun n'est pas structuré de telle sorte que chaque Camerounais, quand il finit peut-être un cursus, il n'est pas assez calé sur, une formation en particulier. Par exemple, actuellement, je suis au Canada, je fais électromécanique. Et ici, on ne va pas de gauche à droite. On ne fait pas la mathématique, on fait le français, on fait l'anglais. Non. C'est mécanique, pratique. Ici, c'est peut-être 5% de théorie juste pour apprendre les pièces et tout. Et puis, on est tout le temps en usine. On assemble ici. On fait ça, X. Ça veut dire que si on me met dans n'importe quel cadre en entreprise, on me demande de faire des choses basiques ou bien des choses même plus professionnelles, je peux apporter quelque chose de ce que j'ai appris à l'école. Mais au Cameroun, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression que le système éducatif est complètement déconnecté du marché de l'emploi. Comment peut-on régler ce problème-là? C'est exactement cela. Ce qu'il est de la gouvernance est également du système éducatif. Le système éducatif est l'héritage d'un système colonial qui avait pour but de former les relais de l'administration. Je vais prendre le cas particulier de la France parce que le système éducatif anglophone au Cameroun, qui est un peu ce vers quoi nous devons tendre, je pense, est un peu plus pratique, même s'il faut aller encore plus loin. Ce système-là visait à former les relais de l'administration. Et donc, on avait un système très littéraire où on continue d'avoir, aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles, d'instituts privés, universitaires qui permettent de, résorber un peu le gap, mais où on formait beaucoup de personnes dans les sciences politiques, les sciences juridiques pour qu'ils soient des administrateurs.
Et c'est ces personnes-là qui nous dirigent aujourd'hui. Donc, c'est le logiciel que nous vivons, le logiciel éducatif que nous vivons depuis 30, 40, 50 ans. Vous voulez bâtir une économie puissante qui va donc reposer sur l'industrie. Tu es en voie, je pense, ou déjà ingénieur mécanicien, qui va reposer sur une industrie qui va donc permettre, parce que c'est l'industrie qui crée de la valeur. Quand vous multipliez les industries, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez les potentiels centres de création on appelle ça comment, de sous-traitance autour de l'industrie. Quand vous créez une industrie, indirectement, vous créez une entreprise de transport, même si c'est pas vous qui la créez, parce qu'il va falloir transporter votre matière première ou vos produits vers les lieux de consommation. Vous donnez de l'emploi au cabinet conseil. Vous donnez de l'emploi aux assurances. Vous donnez de l'emploi aux banques. Or, tel que nous sommes structurés aujourd'hui, nous avons une économie de la consommation. Le Cameroun prend toutes ces matières premières, les exporte pour qu'elles soient transformées à l'étranger, et ensuite, on va importer la grande majorité de nos biens de consommation. Ça veut dire que tout notre potentiel de création de valeur, on le partage ou on l'envoie vers des nations qui elles-mêmes sont déjà suffisamment puissantes. Et en retour, on ne construit pas une économie qui va produire les biens que l'on consomme. Donc nous devons aller vers là. Pour aller vers là, vous devez transformer le système éducatif. Vous devez avoir un système éducatif qui va donc produire les compétences qui vont venir faire fonctionner tout ce chemin, toute cette politique d'industrialisation. Donc nous disons deux choses, les deux sont liés. Notre politique éducative est intimement liée à notre politique économique, pour ne pas dire industrielle. Nous revenons encore à ce que j'ai dit dans le champ de l'énergie tout à l'heure. 58 départements, c'est 58 pôles de croissance. Et nous avons dit c'est 58 pôles agro-industriels que nous allons créer, qui vont reposer chacun d'eux sur 5 grandes filières. Donc dans chaque département, on identifie 3 filières agricoles et 2 filières énergético-minières. Donc c'est 5 filières. Et ce département, la base, son économie et son système éducatif sur ces filières. Donc, si vous êtes né à Yabassi, où on fait par exemple le palmier à huile, vous devez avoir sur place du secondaire, parce qu'à l'école primaire, c'est un enseignement très général. Dans le secondaire et dans l'enseignement supérieur, vous devez avoir des écoles qui vous permettent d'obtenir des diplômes d'ingénieurs, de techniciens, mais en tout cas de spécialistes de l'agroalimentaire de manière générale, de la question du palmier à huile de manière particulière, avec premièrement l'objectif qu'à 18 ans, un Camerounais qui sort de l'enseignement secondaire ait tous les outils et toutes les compétences pour trouver de l'emploi. S'il a des moyens pour continuer à l'université, tant mieux. S'il n'en a pas, au moins il peut se rendre utile à l'économie nationale, mais également avoir un salaire qui va lui permettre de nourrir sa famille. Donc, c'est que vous allez avoir des écoles très spécialisées, de plus en plus spécialisées, qui vont permettre que nos enfants ne partent pas de nos zones rurales toujours pour venir faire l'université à Douala ou à Yaoundé, avec les problèmes de vie dans le milieu urbain, d'exode rural, mais que dans chacun de nos départements, on ait tous les outils qui permettent de constituer des professionnels qui vont trouver de l'emploi là où ils ont été formés. Je pense que c'est la meilleure des solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour s'assurer que on arrête d'avoir des fuites de cerveau, mais également qu'on ne déserte pas nos villages. Moi, je me suis rendu dans mon village il y a quelques semaines, ça faisait 5 ans que je n'y étais pas allé, et il y a pratiquement plus personne. Il y a pratiquement plus personne. Donc, on doit se battre pour que nos enfants trouvent de l'emploi là où ils ont été formés et que leurs compétences, leur profil de formation correspondent exactement à ce que le marché de l'emploi réclame. Voilà. Ok, mais pourquoi de janvier à octobre? Parce que je ne comprends rien. Alors, une fois de plus, héritage colonial. Le calendrier scolaire, moi j'ai un appel qui est venu un peu perturbé. Le calendrier scolaire est généralement aligné sur plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est qu'il est aligné sur le profil économique que vous avez, mais également sur les périodes climatiques. Le but des vacances scolaires, c'est de permettre, pour le cas des enfants, de pouvoir exercer ou pratiquer les activités récréatives au moment où le temps est le plus favorable. Les vacances scolaires que nous avons actuellement au Cameroun et dans la plupart des pays africains correspondent à l'été en France. Parce que c'est la période à laquelle les administrateurs coloniaux devaient prendre congé de nous pour aller passer des vacances avec leurs familles en Europe, particulièrement en France.
C'est comme ça que notre calendrier scolaire a été construit. Ce que nous disons, c'est que les périodes de vacances scolaires doivent être des périodes d'apprentissage des métiers culturels, de développement des capacités sportives, de tourisme pour visiter notre pays et se rendre compte de notre richesse culturelle et touristique. Et dans ce sens-là, on doit avoir des vacances scolaires pendant la période où le climat est le plus favorable. C'est ce que tous les pays normalement devraient faire. Et donc, dans ce sens-là, même si on me dira qu'il n'y a pas une totale harmonie des saisons sur le territoire camerounais, et je suis d'accord, on peut quand même se rendre compte que les périodes où nous avons les plus fortes pluviométries, c'est entre le mois d'avril-mai et le mois d'octobre, et les périodes où nous avons les pluviométries les plus faibles, ou alors le soleil le plus apparent, c'est du mois de novembre au mois de mars-avril. Et donc, ce que nous disons, c'est que l'année scolaire doit être alignée sur cette logique-là. Nous avons une année scolaire qui commence à la mi-janvier, qui va se terminer à la fin septembre ou au début octobre. Et nous avons des grandes vacances en octobre, novembre, décembre, potentiellement une partie du mois de janvier, qui permettent donc que pendant les périodes où le climat est favorable, nos enfants puissent développer leurs capacités créatives, puissent pratiquer les activités qui leur permettent d'avoir des compétences autres que celles que l'école permet de développer de manière directe. C'est ça la logique qui a conduit notre programme. Je sais qu'on a beaucoup de réformes pour lesquelles justement les gens ne seront pas totalement en accord, mais des espaces comme celui que vous m'offrez aujourd'hui me permettent de mieux le développer. La logique globale de notre programme, c'est de dire qu'il faut que l'Afrique redevienne elle-même. Et comment est-ce que nos ancêtres faisaient? C'est qu'ils observaient la nature. Ils observaient ce que la nature leur disait, parce que la nature est la meilleure école. Pour pouvoir construire l'avion, ce que les ingénieurs font, c'est qu'ils ont regardé les lois de l'aérodynamique et comment est-ce que l'oiseau se déplace. C'est ça qui leur a permis de penser les schémas de calcul qui ont permis de développer l'avion. Donc, pour toute chose, on regarde la nature, qui est notre mère nourricière, qui va nous indiquer comment est-ce que nous devons fonctionner. Et l'un des principaux éléments de la nature, c'est le climat. C'est le climat qui dicte les habitudes des communautés, c'est le climat qui dicte les habitudes des sociétés. C'est donc le climat qui doit dicter les différents calendriers. Qu'il s'agisse des calendriers de production, on se construit en fonction de l'économie qu'on a. Et l'économie qu'on a est dictée par le climat. La même chose pour le système éducatif. On doit avoir un calendrier qui correspond à nos réalités climatiques et qui permet, on parle d'un Cameroun qui est riche de potentialités, qui permet que pendant ces périodes-là, on puisse avoir un afflux de touristes. Et vous savez que l'activité touristique développe également des métiers. Moi, j'ai été au Canada pendant les grandes vacances. Nous travaillons dans plusieurs commerces pour venir renforcer la main-d'œuvre qui permettait justement de supporter l'afflux de touristes qu'on avait dans les restaurants et autres, dans les festivals qui étaient organisés par les différentes villes. Donc, pour faire ça, vous devez pouvoir mettre à disposition tous ces jeunes-là qui doivent être disponibles pendant les périodes où le climat est favorable. C'est ça la logique qui a dicté cette réforme-là. Ok. Bonsoir, Monsieur Pierre. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Hiram. Avant que Pierre ne parle, je vais signaler que c'est peut-être la dernière question, parce que ça va faire 2 heures. Bon, moi, je reçois aussi des messages qui disent qu'on a bloqué les commentaires et ça ressemble à la censure. Donc, si quelqu'un a bloqué les commentaires, il faut les débloquer, qu'on n'ait pas l'impression que nous sommes en train d'empêcher certaines personnes de venir en vie. Ok. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Hiram. Je vais parler sur 2 volets. Premier volet, je vais poser des questions. Deuxièmement, je vais faire des propositions. Premièrement, j'ai lu vos 12 clés. Et ça c'est très intéressant, mais le point le plus culminant pour moi, c'est là où vous dites sortie immédiate du CFA, du franc CFA. Donc, j'ai juste pris ce point-là et je vais m'attarder sur le mot immédiat. Vous dites qu'on doit faire une sortie immédiate. Mais lorsque je fais une analyse de nos pères, des présidents qui ont été là avant nous et ceux qui sont même encore là aujourd'hui, je pense que c'est pas la volonté qui leur a manqué. Donc, je voudrais que vous essayiez de nous expliquer comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire une sortie immédiate sans conséquence, surtout, de cette monnaie coloniale. Deuxièmement, Il y aura des conséquences. ok, il y aura des conséquences. Bon, je vais vous expliquer simplement comment est-ce qu'on pourra sortir. Donc, je préfère parler et après vous allez répondre, s'il vous plaît. Deuxièmement, lorsque je vous écoute à plusieurs reprises. Je trouve, c'est mon avis, je trouve que vous tenez un langage qui n'est pas, je vais pas dire qu'il n'est pas nouveau, mais ce que les gens disent souvent, c'est-à-dire vous parlez des milliards, vous parlez de ceci, mais moi je dis la maman qui est au marché de façon terre à terre, comme on dit au quartier, qu'est-ce qu'on fait pour un développement concret, quelque chose de factuel? Parce que quand vous parlez des milliards et tout ça, c'est bien, tout le monde le dit, mais nous on ne comprend pas clairement ce qu'on va faire. Je prends un exemple simple. Au Burkina Faso,
ils ont implémenté Faso Mebo. Développer le pays sans s'endetter. Développer le pays avec l'aide des citoyens. Et chacun peut contribuer comme il peut de façon volontaire. Pour moi, ça serait une bonne chose. C'est pourquoi j'ai parlé également des propositions. Donc, maintenant, je vais prendre mon dernier point en ce qui concerne les questions. En 2018, nous avons beaucoup soutenu un candidat jeune. Et lors du contentieux électoral, nous attendions à ce qu'il prenne position de façon claire. Et moi, j'estime que ça n'a pas été le cas. Beaucoup estiment également que ça n'a pas été le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, la ferveur populaire qu'il avait en 2018, il ne l'a plus. Donc, ce que moi, je veux vous demander, au sortir des élections du 12 octobre, si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous serez dans une position incertaine, comme ce candidat de 2018, ou est-ce que vous prendrez clairement position pour ou contre l'opposition, si l'opposition a gagné, selon vous, d'après les chiffres que vous avez, ou vous allez rester dans une neutralité qui ferait croire que vous êtes avec ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et en termes de proposition, comme j'ai dit, j'ai parlé de Faso Mebo qui serait une proposition pour moi, qu'on peut bien implémenter. La deuxième proposition serait d'utiliser les Camerounais à la base. Nous sommes dans des pays étrangers, nous sommes très compétents dans ces pays, mais dans notre propre pays, on n'arrive pas à s'exprimer en termes de talent, en termes d'accomplissement. Ça veut dire que aujourd'hui, si j'ai la capacité de venir dans mon village, réaliser un projet qui peut aider le village ou regrouper les jeunes afin qu'on réalise un projet, je pense qu'il devrait y avoir une ouverture dans ce sens, que chacun puisse apporter du sien pour la contribution de notre pays et que pour les régions anglophones et autres, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, que la solution soit claire. C'est-à-dire le statut spécial et tout, on a parlé de tout ça, mais il n'y a rien de concret, on ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Donc, par conséquent, si vous prenez position, prenez une position claire pour tout le monde. Et en dernière chose, je voudrais dire, s'il vous plaît, après le 12 octobre, s'il arrive que vous n'êtes pas élu, je crois que vous faites un très bon candidat pour la suite. Donc, la position que vous prendrez donc après ces élections pourra soit entacher l'image qu'on commence à avoir de vous, soit glorifier encore plus cette image. Donc, je vous remercie et j'attends vos réponses. Merci. Ok, merci Pierre. Je vois beaucoup en commentaire. Nous autres, je pense que j'ai assez, peut-être qu'ils nous ont rejoints après. Coupez le micro, monsieur Pierre, s'il vous plaît. Je ne vais pas revenir sur la proposition que j'ai faite là-dessus. Merci beaucoup Pierre pour les recommandations. Je pense qu'il y a plusieurs membres de mon équipe sur le live qui sauront en tenir compte. Sur la question, je commence par la dernière, sur la question jeune. Bon, je ne sais pas quels sont les critères pour lesquels vous avez soutenu le candidat en 2018. J'espère que le seul critère pour lequel on me soutiendra ne sera pas ma jeunesse. Je pense que là, vous venez de faire quelques remarques et quelques propositions sur la base de mon programme. Et donc, moi, je souhaite que les Camerounais m'accompagnent parce qu'ils ont lu ce que je propose au-delà du fait que je sois jeune. Le jeunisme n'est pas mon programme politique. Je l'ai dit, j'ai construit un programme sur la base de ce que moi-même j'ai reçu comme enseignement d'abord, du fait d'être un produit de l'éducation traditionnelle africaine, mais de ce que moi-même j'ai vécu dans la vie associative pendant de nombreuses années. Donc voilà, très clairement, je n'aurai pas de double discours. Je l'ai dit dans une question précédente, moi j'ai la conviction, et je le dis au 12 octobre, parce que je pense qu'il y a des jeux d'alliance qui vont se faire dès demain. Et je pense qu'enfin, dans cette configuration-là, si nous avons 6 millions d'électeurs, et là c'est notre responsabilité à tous, ce n'est pas que celle des candidats, si nous avons 6 millions d'électeurs, celui qui sortira premier de cette élection-là sera un candidat de l'opposition. Et je ne vais pas du tout hésiter à porter ma voix pour dire qu'il est vainqueur. Dans le travail que nous faisons avec un certain nombre d'organisations de la société civile, nous avons mis en place une plateforme. Je dis encore nous, je m'excuse de parler au nom du MP3, même si je n'en suis plus le secrétaire exécutif, mais c'est un bagage auquel j'ai contribué, je suis obligé un peu de le défendre. Avec un certain nombre d'acteurs de la société civile, nous sommes en train de finaliser
tout un système de contrôle et de surveillance des votes avec des OSC qui ont mis à disposition, qui vont mettre à disposition des scrutateurs, qui vont donc nous permettre d'avoir le même soir la tendance la plus juste possible du résultat de l'élection. Et je n'hésiterai pas à dire, si c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, je n'hésiterai pas à affirmer que c'est lui qui a gagné l'élection. Il n'y aura pas de double discours sur cette question-là. Il faut que ce soit clair. Sur la question du franc CFA, là aussi, je pense que je l'ai développé à quelques reprises, mais je peux le refaire encore. Nous assumons l'adjectif immédiat qui peut sembler très fort pour certains. Nous vivons un environnement économique où nous subissons des conséquences depuis. Donc, je ne pense pas que celles qui arrivent, elles seront sans doute un peu plus difficiles. Mais il faut savoir toucher le fond pour mieux rebondir. Ce que nous disons sur la question du franc CFA, c'est que dès que nous sommes élus, nous dénonçons les accords de coopération monétaire, je crois de 72-73, qui ont donné naissance à cette monnaie qui est le franc CFA. Action immédiate. Nous entamons tout de suite un échange avec les pays frères de la zone CEMAC, dont le Tchad, la RCA, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, pour réformer la monnaie que nous avons. Et plusieurs aspects de cette réforme-là, donc le nom de cette monnaie, son arrimage fixe ou la parité fixe par rapport à l'euro, le fait qu'il y a encore, la France ait encore un siège au conseil d'administration de la BIAC avec un droit de veto, ça c'est des questions que nous attaquons tout de suite avec l'espoir de commencer à avoir une monnaie régionale qui soit détachée de ce passé historique colonial. Si nous n'y parvenons pas, nous espérons que les autres pays de la CEMAC vont nous suivre. Si nous n'y parvenons pas, là encore nous avons deux options. Le premier, c'est d'engager, en regardant la réalité de notre économie, la démarche de création de notre propre monnaie. Il y a des pays africains qui l'ont fait. Comme je le dis, oui, on peut regarder l'histoire de ce qu'on a déstabilisé, mais aussi l'histoire des économies qui, grâce à une très bonne gouvernance, se portent bien avec leur monnaie. Le Kenya, le Ghana, l'Angola, non pas des économies qui se sont totalement effondrées parce qu'ils ont leur propre monnaie. La question de la monnaie est une question de la qualité de la gouvernance. Et donc, comme je dis, on aura deux options si on ne parvient pas à s'accorder avec les pays frères et sœurs de la CEMAC. La première option, ce sera de créer notre propre monnaie. Et la deuxième, ce sera d'autoriser l'emploi ou l'utilisation du Naira sur le territoire camerounais. Le Cameroun, c'est 1800 km de frontière avec le Nigeria, qui est potentiellement la première économie africaine, un marché de 200-250 millions d'habitants que nous devons investir. C'est un marché qui a la capacité d'absorber une grosse partie de la production de notre industrie agroalimentaire. Et donc, nous avons plusieurs options. Mais la toute première, c'est une dénonciation immédiate des accords de coopération monétaire et d'engager immédiatement la réforme de la monnaie que nous utilisons avec les autres pays de la CEMAC. Merci. À une autre occasion, je poserai d'autres questions. Pas de souci, merci beaucoup. Bon, Madame ici va nous notifier que votre heure est déjà arrivée. Mais je vais lui demander peut-être 5 ou 10 minutes en plus parce que vous êtes arrivé un peu après. Et puis il y a eu des problèmes de coupure, de connexion et tout ça. Donc j'aurai une double question vu qu'on a passé du temps. Et après, je ne sais pas si on va prendre une question encore en bas et puis on va vous remercier d'être passé sur notre panel. Déjà, vous avez vécu au Canada. Et c'est un pays... Ouais, mais si, je t'écoute. Je veux juste te dire qu'il y a beaucoup de gens qui demandent nos zones. Je sais pas s'ils n'étaient pas là pendant qu'on en parlait, mais est-ce qu'on peut quand même y répondre peut-être plus rapidement, mais il y en a plein là. Je sais pas si faut... En une minute, nous avons dit que la crise... En une minute, nous avons rappelé que la crise dans nos eaux est la conséquence d'une absence de dialogue et d'une volonté pour une minorité de dirigeants de concentrer l'essentiel de la prise de décision à Yaoundé. Il faut en sortir. Donc, nous devons rapidement aller vers un État fédéral. Il y a deux solutions. Il y a la proposition intime du projet que je porte, qui est un État fédéral avec 5 grandes régions. Mais dans tous les cas, il va falloir initier dès le début des concertations qui vont permettre de bâtir une démarche de consultation, de prise en compte des avis de la population camerounaise dans le projet de constitution qui va être proposé à la conférence nationale souveraine que nous comptons tenir une année après notre élection, c'est-à-dire en octobre 2026. La solution au NOUZO, c'est le dialogue, c'est l'écoute, c'est la concertation et c'est la suppression de cette attitude énergivore de quelques-uns à bouffer tout l'argent des Camerounais. Aussi simple que cela. So I don't know if I have to say it in English because it seems like there are a lot of our brothers and sisters from the Northwest and Southwest on this call, on this discussion. As I was saying,
The NOSO, the Northwest and Southwest crisis, is the result of a government who doesn't want to discuss with its people. So the solution we are proposing is by October 2025, starting a dialogue with all our brothers and sisters, not only on those two regions, but all around the country, to help them build the solution or give the solution that would be, I would say, the corpus of the constitution that will be validated by all Cameroonians at a national conference sovereign that will be held in October 2025 and 26, 1 year after our election. I think that this is the only way to assure everyone that the way we decide, the model we decide for managing our territory will be the result of a decision made by all Cameroonians. Ok, bon, comme il nous reste quelques minutes, j'avais 2 questions que j'ai notées de par les commentaires et puis des messages que je reçois. Donc je pense que je vais les poser. Comme vous avez vécu au Canada ici, c'est un pays dans lequel je suis actuellement. Et ici, l'homosexualité par exemple est légalisée. Est-ce que vous n'allez pas aller prendre la tête du Cameroun avec cette vision-là, étant donné que nous au Cameroun, on a notre culture, on a des façons de voir les choses. Est-ce que vous allez légaliser l'homosexualité au Cameroun ou bien vous allez garder notre appropriation culturelle? C'est la première question. Je crois que tu veux dire dépénaliser. Parce qu'en fait, actuellement au Cameroun, l'homosexualité est considérée comme un crime et donc... Okay. Est-ce que vous allez garder... Voilà. Alors, comme je disais, c'est une discussion qui appartient au Cameroun. Moi, j'assume mon positionnement. Tu l'as dit, je suis un traditionnaliste africain qui est ancré dans nos ressources et dans nos valeurs et qui estime que on ne peut pas faire la promotion de l'homosexualité. Donc, je suis contre la promotion de cette pratique sexuelle, mais j'estime aussi que de l'autre côté, les gens ont le libre choix de la pratique sexuelle qui veulent être la leur. Si les Camerounais estiment qu'il est nécessaire d'ouvrir un débat sur cette question-là, nous allons l'ouvrir, nous allons écouter tous les avis, nous allons prendre une décision. Je pense aussi que autant je suis peut-être dur sur cette question-là, autant je suis un humain et que oui, il m'arrive de réfléchir, de savoir si quelqu'un mérite d'aller en prison parce qu'il a une pratique sexuelle qui est différente de la nôtre. Est-ce que nous devons accepter d'avoir une discrimination qui va jusqu'à l'emprisonnement parce qu'on a une pratique sexuelle que certains pourraient considérer comme contre nature? Donc ce qui est sûr, c'est que je ne serai jamais, ça je peux le dire, je ne serai jamais en faveur du mariage homosexuel. Ça soit très clair. Maintenant, je suis ouvert à la discussion sur la question de la dépénalisation. Mais je pense que le président Biala dit, le président Macky Sall, sur ce point-là, je suis d'accord avec eux. Il ne faut pas qu'il y ait un agenda qui nous soit imposé par d'autres avec la nécessité qu'on aille à leur vitesse sur des questions que nous n'estimons pas forcément prioritaires. Je ne crois pas que cette question-là soit la priorité des Camerounais aujourd'hui. Les Camerounais demandent à avoir de l'eau potable, à avoir de l'électricité, à pouvoir se mouvoir en toute sécurité sur leur territoire, à avoir une activité économique, à trouver un travail, à payer leurs factures à la fin du mois. Donc voilà, il ne faut pas qu'on nous impose un agenda qui, de mon point de vue, n'est pas prioritaire. Ok. La prochaine question va sembler un peu idiote pour certains, mais moi je trouve qu'elle est assez importante. Que pensez-vous du franc-anglais au Cameroun? Parce qu'on a 2 langues, le français et l'anglais. Ce ne sont pas nos langues, je vais dire quoi, de base. Ce sont des langues qui ont été imposées. Mais de là est né le franc-anglais et puis c'est une langue qui est propre aux Camerounais. Qu'est-ce que vous pensez de cette langue-là? J'ai discuté dans ma proposition justement d'intégrer dans le système éducatif l'apprentissage d'un certain nombre de langues nationales. J'ai discuté avec des linguistes qui m'ont dit qu'on pouvait faire autrement. Et notre programme, il est agile, hein, c'est-à-dire que nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas l'intelligence suprême. Et il faut continuer d'écouter ceux qui peuvent nous permettre d'enrichir nos propositions. Et donc, les linguistes avec qui j'ai discuté sur cette question-là me disent qu'on a justement la capacité de créer une langue nationale à partir de nos héritages, c'est-à-dire des langues traditionnelles, nos langues maternelles, comme on a l'habitude de dire, mais aussi de l'héritage qu'on a du français et de l'anglais. Même si on veut s'en départir totalement, ça fait partie de notre histoire. Donc je pense que le franc-anglais pourrait, et là je suis pas spécialiste de la chose, mais pourrait servir de base pour construire une langue nationale camerounaise. Il faudra peut-être offrir la plateforme aux linguistes pour faire ce travail-là.
C'est une richesse que nous avons créée nous-mêmes. Elle est faite d'héritage de chez nous et des héritages d'ailleurs. Je pense qu'il y a moyen d'y travailler pour pouvoir ressortir de là quelque chose qui ressemble à notre imaginaire. Voilà. Mais je pense que le franc-anglais actuel est encore un peu trop basé sur le français et l'anglais. Il faut peut-être un peu plus le nationaliser. Mais moi, je serais ouvert à regarder ce que les linguistes sont capables de faire pour sortir de là une langue nationale camerounaise. D'accord. Bon, je pense que là, nous sommes arrivés à terme et moi, j'ai remarqué que dans presque... Il y a une dernière question que plein de jeunes posent dans les commentaires du candidat. C'est le probatoire au Cameroun. Est-ce qu'on enlève ou on garde? Totalement inutile. Et je vais dire ce qu'il faut enlever. C'est un examen qui avait pour but de faire un filtre. Parce qu'on s'était, c'est ce que je pense, hein, on s'était rendu compte qu'on avait trop de bacheliers. L'université n'était pas toujours capable de les absorber. Mais derrière, quand ils sortaient de l'université, le marché de l'emploi ne permettait pas de leur offrir des opportunités. Il faut éliminer le probatoire. Il faut éliminer les sous-préfets, comme j'ai dit, et les gouverneurs. On ne peut pas avoir dans notre pays des dirigeants publics qui sont élus sous la coupe de personnes qui sont nommées. Donc le sous-préfet n'a plus d'existence dans le Cameroun que nous pensons. Le gouverneur, le maire a la totale, le plein pouvoir sur la gestion du développement local. Et le président de la région aura également le plein pouvoir dans l'administration de la région. On n'aura plus besoin de gouverneur. De même, le Sénat, pour moi, qui nous consomme pratiquement 20 milliards par année, n'a aucune utilité dans un État fédéral tel que nous le concevons, où l'Assemblée régionale, qui est le Conseil régional actuellement, fera son travail à l'échelle locale, et où le lien entre les territoires locaux et l'État central sera assuré par l'Assemblée nationale. Donc, sous-préfet, gouverneur, Sénat, probatoire sont des choses à annuler, qui ne nous servent absolument à rien, qui nous bouffent de l'argent et de l'énergie inutilement. Bon, ok. Vu que nous tendons vers la fin, il y a un truc que moi j'ai remarqué. Sur les passages de plusieurs candidats, que ce soit opposants ou quoi que ce soit, nous remarquons qu'on ne pense pas assez à ceux qui meurent pour la patrie, ceux qui sont dans l'armée. Je pense que, non, bon, ça c'est ma pensée, ça c'est personnel. Je sais que, voilà, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais on devrait accorder un peu plus de respect à ces personnes-là. Je sais pas, peut-être financer, peut-être les veillées ou bien les deuils de ceux qui meurent pour la patrie. On sait qu'il y a Boko Haram de l'autre côté qui fait rage. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous comptez prendre en compte? Vraiment. Ça se fait déjà. Je crois que le problème de la considération de nos forces de défense et de sécurité ne se situe pas là. Les militaires sont aux ordres, donc ils exécutent les ordres du pouvoir exécutif. Et malheureusement, le pouvoir exécutif a beaucoup trop utilisé autant les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, que les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, pour avoir un pouvoir de répression sur ceux qui ne pensent pas comme l'ordre régnant. Et ça fait que finalement, dans l'imagerie populaire, même si on a tous des militaires dans nos familles, dans l'imagerie populaire, il y a eu un détachement, une fracture entre les civils et les militaires. Et pour moi, c'est cette relation-là qu'il faut reconstruire. Il faut bâtir une armée de proximité qui sera aux côtés des citoyens pour les protéger, qui aura les leviers pour des fois ne pas suivre totalement l'exécutif quand on va dans le sens de la dérive. Et ce lien qui va se créer va ramener une sorte d'affection naturelle qui va assurer un meilleur lien entre les forces de défense et les populations. Je voudrais rappeler que c'est l'un des corps qui reçoit toujours son salaire à l'heure, H. C'est l'un des corps pour lesquels, comme vous dites, et ça c'est naturel, c'est parce qu'ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge par la dépense de l'État, qui justement les deuils. Il y a même des assurances qui permettent de couvrir. C'est très bas, mais qui permettent de couvrir les dépenses de la famille et des familles qu'ils laissent bien après leur décès. Aux États-Unis, par exemple, quand vous rencontrez un militaire, quand vous le reconnaissez par cette tenue, la première chose que vous lui dites, c'est "Thank you for your service", parce que vous reconnaissez l'apport qu'il apporte à la protection de votre territoire. Et donc oui, il y a une considération à reconstruire, mais je pense qu'on ne peut pas la reconstruire avec un ordre politique qui utilise ces militaires-là pour brimer, pour intimider, pour faire preuve de violence envers les populations. Excusez-moi. Bon, ok. C'est vrai qu'on a plus assez de temps, mais il y a encore quelques questions. Bon, je ne sais pas si peut-être prochainement, dans d'autres passages, peut-être sur des chaînes de télé, vous aurez à répondre à ces questions-là. Et je peux rajouter rapidement,
je peux rajouter rapidement, au-delà des militaires, parce que tu as parlé des militaires qui ne sont pas considérés, les héros de la nation de manière générale, les militaires en font partie, ne sont pas considérés au Cameroun. Pas du tout. Et je pense, c'est l'une des propositions que nous avons faites. Nous devons avoir une semaine nationale de commémoration des héros, des patriotes camerounais. Ceux qui se sont battus pour notre libération, pour notre indépendance, mais aussi tous ceux-là qui, dans notre histoire contemporaine, font briller le Cameroun à l'étranger et sur le territoire. Donc, là-dedans, il y a les artistes, il y a les sportifs, il y a les intellectuels, les ingénieurs, les juristes et autres, mais il y a également les militaires. Il y a également les militaires qui sacrifient leur vie pour la protection de notre territoire. Donc, il faut qu'on ait un Cameroun de manière globale qui recommence à célébrer ceux qui apportent de la valeur à notre pays. Et c'est l'une des propositions que nous avons d'instituer cette semaine de commémoration des héros et des patriotes. En plus de la construction d'un musée des étoiles qui doit être construit à Yaoundé, qui justement permettra à nos enfants, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait les vacances pendant les périodes ensoleillées, pour que nos enfants puissent parcourir et visiter tous ces espaces-là de célébration de l'excellence camerounaise. On propose la création d'un musée des étoiles, un Hall of Fame, pour les amoureux du sport, qui permettra que dans un espace, vous pouvez venir voir, rencontrer, découvrir l'histoire, la vie, le parcours de ceux qui ont marqué notre pays. Voilà. Ok, bon, je pense que là, le live touche à sa fin. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Vous n'avez pas pu les poser aujourd'hui, mais je pense que vous aurez l'occasion de les poser beaucoup plus tard. On ne peut pas faire un live de 3 jours successifs parce que si on doit parler avec tout le monde, c'est au moins une semaine. Donc, on avait prévu 2 heures de live. Là, nous avons fait 2h30 de live. On a quand même excédé de 30 minutes. Voilà, la norme a été coupée, double nationalité. J'ai déjà dit que je suis en faveur, que ce sera adopté de manière immédiate. Parce que j'ai vu ça dans les commentaires. Voilà. Donc, on a ajouté 30 minutes pour vous faire plaisir, mais là, on peut pas en faire plus. Donc, si Missy va avoir quelque chose à rajouter, elle rajoute ensuite. On va dire merci à Monsieur Hiram. Non, j'ai pas grand chose à dire. Je vais juste conclure pour ma part. Je pense, et je le dis très souvent, quand j'ai commencé à parler des réseaux sociaux de politique, il y avait très peu de jeunes qui le faisaient. Je pense qu'aujourd'hui encore, on n'est pas très nombreux. Ce soir, on était 20 000 personnes connectées pour parler de politique. Ce sont des jeunes en majorité. Donc, je pense que c'est une réelle fierté pour moi d'avoir pu faire cette émission-là, d'avoir pu donner aux Camerounais cette audience-là, d'avoir pu entendre des Camerounais, des jeunes et des moins jeunes venir s'exprimer sur des questions qui finalement nous concernent. Donc, ça, c'est très bien. Par ailleurs, j'aimerais dire aussi, si on me permet, que pour moi, le problème du Cameroun n'est pas d'avoir des personnes qui ont les plus grandes intelligences, les plus grands projets, les plus grandes aspirations. Oui, il faut avoir un projet, mais je pense que le problème réel de nos dirigeants, c'est souvent le manque d'amour et le manque d'envie de faire. Parce que tout ce qu'on dit, tel viendra vous dire qu'il va faire la fusée, l'autre va dire qu'il va faire les rails, les chemins de fer, etc. Mais s'il n'a pas l'envie de le faire, il ne le fera jamais. Donc vraiment, quand vous choisirez votre dirigeant, peu importe celui que vous choisirez, peu importe pour quel bord politique vous déciderez d'aller, demandez-vous réellement qu'est-ce qu'il a déjà fait qui prouve que il a vraiment envie de le faire. Et j'ai envie de dire, j'espère encore que tout le monde a sa carte d'électeur ici, que les 1000 personnes qui sont là ont leur carte d'électeur. C'est pas le cas, je suis désolée pour vous, mais vous avez raté un cap, vous n'allez pas participer à ce qui va se passer en 2025. Mais en tout cas, vous pouvez encore mobiliser, vous pouvez soutenir des candidats, vous pouvez relire leur programme, parler d'eux autour de vous. Et ceux qui ont la carte d'électeur, je vous invite à aller voter le 12 octobre prochain parce que ça s'agit de notre avenir. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'aurais pu faire autre chose. Je parle de politique, je m'engage, je m'investis. Ce n'est pas que j'ai moins envie de voir mes enfants grandir que vous, mais c'est que je sais que mes enfants ne doivent pas grandir dans les mêmes conditions que moi. Donc, merci encore pour cette émission. Merci d'éditorial, cette au préto revue. Merci aux candidats qui sont venus. Je peux me permettre, madame, Bien sûr. sur quoi tu viens de conclure, la question de l'engagement. Moi, je le dis, je suis un acteur politique, donc je vais toujours prêcher pour ma chapelle. Je souhaite que les gens me votent. Mais même si les gens ne me votent pas, il faut qu'on ait une massive aux urnes le 12 octobre. Ce qui va se jouer, c'est 2 choses. Soit c'est la rupture, soit c'est la reproduction d'un système. Il n'y aura pas une troisième option. Donc, si nous décidons d'être passifs, et là, je vais dire des choses qui peuvent blesser, mais qui sont vraies, quand vous regardez les résultats de l'INAM, de l'INIA, de l'IRIC, et que vous lisez les noms là, ça ressemble drôlement à des noms qu'on entend tous les jours. C'est pour vous dire qu'il y a un système qui a tout mis en œuvre pour se reproduire. Si nous n'allons pas aux urnes, nous avons condamné notre destin pour au moins les 25 prochaines années. Donc, au-delà du candidat que vous allez voter, soyez là le 12 octobre, un bureau de vote, c'est maximum 500 personnes. Sur les 500 personnes qui vont voter, s'il vous plaît, qu'on ait au moins 20 à 30 personnes qui acceptent de sacrifier cette journée-là. C'est une seule journée sur 7 ans. Qui reste dans le bureau de vote, ça va envoyer un signal fort. Qui reste dans le bureau de vote pour surveiller le comptage, pour prendre des photos du tableau, on aura marqué les résultats. Ceux qui seront scrutateurs
pour obtenir le PV, le scanner et le transférer vers les différentes plateformes qui seront mises à disposition. C'est notre destin à tous. C'est pas une affaire d'Iram, c'est pas une affaire de Kanto, c'est pas une affaire de Cabral, c'est pas une affaire de Matomba et de tous les autres. C'est une affaire du peuple camerounais. Et nous, acteurs politiques, candidats à l'élection présidentielle, nous n'y parviendrons pas sans vous. Donc, au-delà de vous télescoper, de vous insulter pour savoir qui est le candidat le plus intelligent, qui a la meilleure offre, faut savoir qu'en dernière minute, notre destin repose entre vos mains. Donc, j'espère qu'on va passer la barre et je suis certain, si on passe la barre des 6 millions de votants, nous aurons un nouveau chef de l'État à la tête de notre pays le 12 octobre 2025. Ok. En tout cas, merci pour ces mots d'encouragement et je pense que à travers ceci, beaucoup de Camerounais se prêteront au jeu. Parce que ici, au Canada, quand je suis allé faire ma carte d'électeur, j'ai parlé avec quelques Camerounais qui étaient sur place et on s'est donné pour objectif de sacrifier cette journée-là. Même si on travaille pas. Après les élections, on sera là pour voir ce qui va se passer de nos yeux. Parce que, on va se dire peut-être qu'avant, on était trop jeunes, on ne savait pas ce qui se passait. On va vivre ça ici, au Canada. C'est la résolution que nous avons prise ici. Donc, je pense que si tout Camerounais aussi prend cette résolution, on va essayer de surveiller ce qui sera notre avenir prochain. Donc, merci d'être passé. Ouais. Merci d'être passé, monsieur Iram. La gendarmerie et la police ne pourront pas nous décourager si nous sommes suffisamment nombreux dans tous les bureaux de vote. Merci. Merci beaucoup, Céleste. Merci, monsieur Iram, et merci à Missiva d'être passé. Merci au peuple camerounais qui a suivi le live. Nous vous disons à bientôt. Si un prochain candidat veut passer ici pour présenter son programme, nous sommes ouverts. Et merci à Missiva encore pour l'initiative. Bye bye. On va couper Merci, bon dimanche et bon début de semaine.